rise in the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Je parle très vite parce que je n'ai pas envie de perdre une miette de cette émission. On a à peu près 20-25 minutes. Et pourquoi? Parce qu'on va parler d'un film qui sort dans 2 jours. Ce n'est pas un film qui existe depuis il y a 20-30 ans. Non, non, il faut parler aussi du cinéma du présent, c'est très important. Même si ce film aussi a le système du rétroviseur, c'est-à-dire qu'il regarde un petit peu ce qui s'est passé en arrière et aussi pour avancer et mieux comprendre le présent. Le film s'appelle Au cimetière des pellicules, c'est un titre génial. Son auteur s'appelle Tierno Souleymane Diallo. Le film est guinéen, il est aussi universel parce que ça parle de cinéma et son auteur est là pour nous en parler. Le film sort le 5 juillet. Je remercie tout de suite Agence Valeur Absolue, Roman Desdois et Alice Martin pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Je crois que j'ai tout dit, sauf une question que je voudrais poser à mon invité, question godardienne. Comment allez-vous? Comment ça va? Je vais très bien. Cinématographiquement, je vais très bien. Alors, je vais lire le synopsis de votre film et ensuite, je vous poserai la question. Alors, en 1953, Mamadou Touré réalise Mouramani. C'est normalement le tout premier film réalisé par un cinéaste d'Afrique francophone noire. Mais personne ne sait où le trouver. Donc vous, Tierno Souleymane Diallo, vous parcourez la Guinée à la recherche de cette œuvre perdue en utilisant votre caméra pour vous confronter à l'histoire et au cinéma, c'est-à-dire celui que l'on regarde et celui que l'on fait. Est-ce que ces 2-3 lignes, est-ce qu'elles sont vraiment représentatives de votre film, de ce que vous avez fait et du chemin parcouru en 1h33? Ouais, c'est 3 lignes qui réellement résument bien le film. Et c'est ça la quête, c'est ça le parcours de ce film. Je pars à la recherche de Mouramani, dont tout le monde en a entendu parler, personne ne l'a jamais vu. Mais à côté de ça, je cherche à savoir ce qui a été le cinéma guinéen, ce qu'il est devenu aujourd'hui, mais qui nous envoie directement sur l'actualité d'aujourd'hui, avec la disparition des salles de cinéma en Guinée qui fait écho aussi et à la disparition des salles de cinéma aussi dans le monde, et c'est-à-dire moins de gens qui viennent voir des films en salle. Donc, l'histoire de la petite Guinée se retrouve dans l'histoire du monde du cinéma. Vous savez, il m'arrive très souvent quand je reçois un invité ou une invitée de lui poser la question chère à Serge Danet, mais aussi à Riti Pan, c'est l'image marquante. Alors que Riti Pan, c'est l'image manquante. Mais les deux peuvent être associés. Et je me posais la question si, vous concernant, est-ce que cette image marquante, qui généralement date des années 80, enfin, pardon, excusez-moi, date de l'enfance, parce que je suis des années 80, donc je ne sais pas pourquoi je suis désolé. Et donc, ça date de l'enfance, et généralement, c'est une image qui définirait le rapport qu'entretient l'invité avec les images d'aujourd'hui. Et je me posais la question en voyant votre film, est-ce que ce film-là, ce film fantôme, c'est-à-dire dans le sens où probablement il n'existe plus, sauf dans l'imaginaire, est-ce que ce film-là fait partie de votre image marquante, c'est-à-dire de votre enfance? Donc, est-ce que vous en avez entendu parler quand dans votre cinéphilie de ce film-là? L'enfance, l'adolescence ou un peu plus tard? Et c'est un peu plus tard, après déjà des études de cinéma en Guinée, où j'ai appris toutes les histoires du cinéma du monde. On m'a jamais parlé de Mouramani, on m'a jamais parlé de Mamadou Touré. Et je suis allé faire un Master 1 à Niamey, et là, je découvre que le premier film d'Afrique francophone noire est Mouramani de Mamadou Touré, pas Afrique sur scène de Paulin Samanou Vieira. À partir de cet instant, je commence à chercher ce film, et tu avais 2 résumés complètement différents, un qui parle d'islamisation du peuple maninka et l'autre qui parle de la relation entre un chien et son maître. Donc, de fil en aiguille, j'ai trouvé un monsieur qui m'a raconté comment on a sorti des bobines en Guinée. On a creusé un grand trou, on les a mis dedans, on a rajouté du carburant, on a mis du feu, on a rajouté de la terre. Et donc, à partir de cet instant, il y a déjà le titre du film qui sort Au cimetière de la pellicule.
Mais aller à la recherche de Mouramani, c'est aller quand même à la recherche de mon ancêtre direct du cinéma. Le premier guinéen, mais le premier aussi jeune d'Afrique francophone noire à poser cet acte cinématographique. Quand vous avez envie d'y aller, donc de marcher et d'y aller, est-ce que finalement, est-ce que vous, dans votre tête, vous vous dites peut-être que je vais le trouver ce film, ou alors c'est une espèce de whodunit, quoi, comme à la Hitchcock. En fait, c'est un objet et on l'oublie cet objet. Est-ce que vous aviez quand même toujours dans votre coin de tête peut-être cette envie et se dire je vais peut-être le trouver ce film. Non, j'étais pas certain de trouver le film. Déjà, dès le début à l'écriture, je me préparais à deux fins. Soit je retrouve le film, soit je le retourne à ma manière. Mais ce qui était intéressant, aller à la quête de Mouramani, c'était une sorte de prétexte. Le prétexte de ce film disparu, mais aussi de beaucoup de films qui ont disparu en Guinée. Est-ce que moi, mes films, ils vont pas disparaître à la longue comme a disparu Mouramani et tous ces films guinéens disparus? Donc, je savais pertinemment que j'aurais moins de chances à retrouver ce film. Déjà, je suis pas le premier à le chercher. Il y en a pas mal de personnes qui ont cherché ce film, mais qui l'ont pas trouvé. Donc, c'est un prétexte qui m'amène vers une quête de cinéma guinéen, mais de mon cinéma à moi, mais aussi du cinéma tout court. Qu'est-ce qu'il peut être? C'est répondre aussi à cette question, c'est quoi le cinéma? Par exemple, vous avez un sage qui vous dit qu'il a bien envie de voir le quotidien du village au cinéma. Pour lui, son cinéma, c'est filmer le quotidien du village. Mais après, vous avez des enfants qui ont envie de faire un film pour eux, et le film, c'est un film de rebelles, où il y a des arbres, où il y a des morts. Donc, c'est tous ces questionnements que je voulais poser comme réflexion et partager avec le monde. Mais ce qui est assez incroyable, c'est que lorsqu'on se retrouve dans un pays où il n'y a pratiquement plus d'industrie, parce que la Guinée a été une industrie du cinéma, mais on est toujours surpris de constater que il n'y a pas forcément de manque d'images. Il y a toujours des images qui sont là. C'est-à-dire que ça soit des plus jeunes qui n'ont jamais connu une salle de cinéma, eh bien par un concours il y a un truchement qui fait qu'ils sont habités par le cinéma. Ça, c'est quelque chose d'assez beau que l'on retrouve dans le film aussi. Par contre, vous filmez souvent des lieux qui étaient des lieux de cinéma et qui ne le sont plus, et vous les confrontez à d'autres types de lieux où il y a des images, et en même temps, c'est différent, la circulation est différente, mais en même temps, le résultat final, c'est que quand vous filmez ces enfants, ben, en fait, ils savent jouer, ils savent être incarnés, ils savent ce que c'est qu'une image, ils savent imaginer, enfin, ils savent finalement ce que c'est que le cinéma. C'est très troublant tout ça. Oui, c'est un peu ce jeu quand il y a quelque chose qui manque, comment les gens se réinventent pour combler ce manque. Et les salles de cinéma ont fermé en Guinée. Les jeunes, ils ne connaissent pas la salle obscure, mais ils ont l'habitude de voir des films à la télévision. Donc, à partir de ça, ils se font une idée de ce que peut être le cinéma, même s'ils ne connaissent pas la grande salle qui a disparu. Mais c'est comment, quand on a tout perdu et on n'accepte pas le vide, et on essaie de combler ces trous de vide par d'images qu'on joue nous-mêmes, par des images qu'on regarde à travers des trous dans un bar à l'extérieur, par des images aussi de ces enfants ou de ces étudiants qui essayent d'imaginer le film qu'ils auraient aimé tourner à l'école. Donc, aussi, il y a cette séquence où je demande à une dame si elle a Mouramani. Elle n'a pas Mouramani, mais elle a plutôt des films hindous doublés en soussou, donc une langue du pays qui double des films en hindou. Donc, c'est dire jusqu'où les gens sont prêts à aller quand ils n'ont pas quelque chose en face qui les permet de se regarder, de se mirer, de savoir qui ils sont. Donc, ils se réapproprient de tout ce qui est à côté pour en faire quelque chose pour eux, pour ne pas rester dans ce trou de mémoire, dans ce vide, dans ce manque de cinéma.
Donc, c'est ce manque de cinéma qui crée tout ça au niveau de ces jeunes, au niveau de la population, pour créer des films de toutes pièces. Mais vous, dans tout ça, votre enfance, votre adolescence, comment vous vous situez? Comment le cinéma est venu à vous? Comment cela s'est passé, cette rencontre? Moi, j'ai découvert le cinéma, j'avais à peine 10 ans. À peine 10 ans, quand j'ai découvert cette salle, il y a eu quelque chose de magique qui s'est opéré tout de suite à la salle. Et du coup, à partir de cet instant, j'ai jamais arrêté d'aller au cinéma. J'ai pas arrêté d'aller au cinéma. Je me rappelle, et une fois, j'ai cessé les cours pendant presque un mois. Et je devais aller à l'école. Non, je partais pas à l'école, mais je partais au cinéma. Et quand mon père, il a appris ça, il s'est pas fâché, mais il m'a donné des conseils. Il m'a dit, tu peux aller au cinéma pendant les week-ends, mais il faut aller à l'école parce que ces gens que tu vois au cinéma, ils sont allés à l'école. Si tu as envie d'être comme ces gens que tu vois, il faudrait aller à l'école. Et j'ai accepté, il m'a accompagné. Je me rappelle même quand la salle a commencé à fermer, il n'y avait pas beaucoup de monde. Il payait de l'argent pour qu'on aille voir des films dans des vidéoclubs. Donc, il y a la famille qui m'a toujours accompagné. Moi aussi, j'ai toujours été là sans savoir que ça allait être à l'avenir ma profession et ma vie. Vous savez, c'est Sam Ben Ousmane qui disait ça, que le cinéma, c'était son école du soir. Il travaillait dans la journée et puis le soir, il allait, et puis il est devenu ce qui est le cinéaste que nous connaissons. J'aime beaucoup la première séquence, comment vous entrez, comment vous nous faites entrer dans ce film. La première image, si je me trompe pas, c'est votre ombre. Et je trouve Ouais, ça très beau que cette ombre, que vous ayez choisi ça, et que la fin du film, ça n'est plus votre ombre, c'est vous-même qui filmez. Et il ouais. y a comme ça, c'est comme si, sans faire de la psychologie de bazar, mais c'est comme si finalement, cette quête, cette recherche d'un autre film, d'autres images, d'autres lieux aussi, ça vous donne, c'est comme si vous acceptez à la fin frontalement que vous êtes cinéaste. Oui, c'est des questionnements. Je démarre avec une ombre de moi qui marche. Je vous envoie dans une salle qui est fermée. Je vous envoie vers ma tante qui est réellement ma maman et qui me prodigue des conseils avant de commencer la quête. Et on finit avec cette caméra, moi qui arrive. Donc, tout le long du film, c'est une quête d'identité, une quête de soi. Mais à la fin, on retrouve cette affirmation de soi, de la quête, de la caméra, et si vous voulez, quelque chose qu'on doit accepter, on doit accepter et m'accepter avec. Et ça peut être bien ou pas. C'est le chemin que j'ai choisi. Je le porte bien. J'y vais avec mes peurs, avec mes envies et avec mes folies. Mais au finish, j'assume tout cela. Je vous regarde en face. Si au début, vous avez juste une ombre de moi, moi qui cherche à connaître réellement qui je suis, c'est quoi mon identité, qu'on a du mal à définir par rapport à une ombre, à la fin du film, j'ai tellement assimilé, compris des choses que j'assume. Et c'est moi derrière cette caméra, c'est moi avec ma tête dans la caméra et je vous regarde en face après vous avoir raconté tout ce parcours. Mais comment on fait pour canaliser tout ça, pour écrire un film de ce genre-là? Comment vous vous êtes lancé dans l'écriture de ce projet et fait en sorte de mettre, de côté toute cette émotion qui peut s'installer sur, par exemple, quand vous sollicitez votre tante, votre mère, vous lui demandez l'autorisation d'aller faire ce film. C'est un moment c'est génialissime ce moment. Et d'autres aussi, d'autres moments où vous découvrez quand vous rentrez, vous rencontrez votre ancien professeur de cinéma qui vous raconte ce qui s'est passé en 71, où des cinéastes ont été emprisonnés dans les camps Boireau. Il s'est passé des choses ignobles. Enfin, il y a plein de. Comment on fait pour écrire et de faire en sorte que l'émotion, parfois, peut déstabiliser le film et donc faire en sorte que ça ne déstabilise pas. Comment on écrit un film comme ça? Et il y a des choses que moi je connaissais déjà, des endroits et des lieux où j'avais envie de visiter, mais je ne savais pas c'était quoi la réponse. Et je sais que j'allais partir dans ce village, demander s'ils ont vu Mouramani. Je savais qu'ils n'ont pas vu, mais j'avais cette question, quel est le rapport qu'ils ont avec le cinéma? Est-ce qu'ils ont vu des films?
mais je ne pouvais pas imaginer que... je savais qu'il allait me dire de filmer le quotidien, mais je ne pouvais pas imaginer, après avoir filmé ce quotidien, et pour la projection, qu'il y ait tous les habitants du village qui viennent voir le film. Donc il y avait cette liberté et qu'on ouvrait pour le réel, tout n'était pas fermé. On savait qu'on allait vers des étudiants avec des caméras en bois, mais est-ce que ces étudiants vont accepter de jouer le jeu avec moi ou pas? Et c'était des questions qui étaient plus ouvertes. J'allais vers les gens, je savais qu'est-ce qui m'amène vers eux, mais j'étais moins préparé sur certaines choses qu'ils allaient me raconter. Est-ce qu'ils allaient accepter de me le raconter ou pas? C'est comme ce professeur qui m'a enseigné le cinéma à l'école que je ramène dans cette salle de classe qui a abrité pendant 5 ans mes études de cinéma. Donc, si je le ramène, c'est pour qu'il me raconte cette histoire de cinéma qu'il ne m'a jamais racontée. Et pour qu'ils puissent me dire ce qu'ils ont été, eux, dans le cinéma. Pendant 5 ans, j'étais avec ce monsieur, mais pas une seule fois, il s'est hasardé à me parler de ce cinéma qu'ils ont fait, comment ils ont fait le cinéma dans les années 60. Donc, il y avait une ouverture parce que c'est le réel, on vient vers le réel, mais j'essaie pas de dicter au réel mes envies. Moi, je savais ce que je voulais vers ce réel, mais le réel aussi, il s'ouvrait, il me donnait des choses parfois que je m'attendais, parfois à des choses que je ne m'attendais pas. Comme ce monsieur qui me dit s'il avait le pouvoir, il allait emprisonner tous ces gens qui ont détruit ses archives. Tu vois, ça, tu ne peux pas l'imaginer pendant une écriture. Tu ne peux pas te dire que oui, ça va être comme ça, c'est ce qu'il va me raconter. C'est comme aussi cette rencontre avec moi et les étudiants. Je savais que je vais leur proposer des caméras en bois, mais les films qu'ils vont faire, que l'autre, il me raconte le quotidien qu'il a filmé dans la cour de l'école, mais que l'autre, il me parle aussi des moutons qu'il a filmés, qui nous ramène si vous voulez, à un peu l'écriture cinématographique. Il a filmé les moutons étaient contents. Comment tu as su qu'ils étaient contents? Et quelle est l'image qui nous montre que les moutons sont contents? Ah, ils ont sauté de joie. Tu vois, ces réponses et ce monsieur qui me parle de la peur de la caméra à l'école, ça, c'est des choses que moi, j'ai jamais envisagées, j'ai jamais imaginé. Mais je savais qu'il y a quelque chose qui se joue dans cette école, que ces jeunes, ils ont un imaginaire, une façon de voir les choses et à un autre niveau, à un autre level. Peut-être qu'il leur manque des moyens, mais il leur manque pas d'imagination. Ça, c'était quelque chose qui me confronte et qui me mettait en confiance en allant vers ces personnes qu'on rencontre. Et il y avait ça, il y avait une idée de base. Je vais aller vers les personnes. Je sais pertinemment qu'ils ont entendu parler de Mouramani, mais n'ont pas vu Mouramani. Mais au-delà de Mouramani, et qu'est-ce qu'ils ont à me raconter, qu'est-ce qu'ils ont à me dire par rapport au cinéma. Donc, il y avait cette ouverture vers le réel et c'est un peu, ça a été ça, le film. La séquence, par exemple, ce plan où je porte la caméra, c'est pas un plan qui a été écrit, c'est pas un plan qui a été réfléchi pendant longtemps. Donc, c'était juste une caméra qu'on devait mettre sur une vraie caméra et filmer. Et quand j'ai vu cette caméra, le matin du tournage, est-ce que je peux la mettre dans ma tête et sur ma tête? Non, tu ne peux pas parce qu'il n'y a pas un grand trou. Donc, on a essayé de faire un trou afin que je puisse mettre ma tête. Donc, c'est un plan qui a été réfléchi le même jour de tournage, juste avant qu'on ne démarre à tourner. Et j'ai fait ce plan. Après, elle dit plein de choses. Il y a beaucoup de symboles dedans. Et j'ai même vu des personnes qui m'ont parlé de Godard, qui avaient fait un plan pareil, alors que moi, je n'avais pas vu ce plan de Godard. J'ai entendu parler de Godard, mais je n'ai pas vu ce qu'il a fait. Et je me dis, bon, si tu peux faire des choses qui te lient à des références comme des Godard, tant mieux, ça fait du bien. Mais c'est cette ouverture au réel, cette force d'avoir confiance aux gens aussi qu'on rencontre, qu'ils ont quelque chose en eux qu'ils peuvent te donner, qu'ils dégagent, qui est de la magie. On en revient toujours à Godard, c'est fou ça. Mais bon, je referme la parenthèse. Est-ce qu'il y a eu des moments où le réel, pour le coup, ne voulait pas se dévoiler?
il vous a laissé en plan, comme on dit. Ouais, il y avait le monsieur qui nous montre les manuscrits et on devait le filmer et il était malade. Il était très très malade, il n'était pas disponible. Donc la séquence, comment je l'avais imaginé, ne pouvait plus se faire comme ça parce que lui, il n'est pas là, il n'est pas disponible. Donc on a fait appel à ces images de repérage que j'avais filmées sans même démarrer l'écriture réelle du film. Et on a fait appel à ces images. Et après moi, tard la nuit, je cherchais comment réellement mettre en place cette prison dont on parle, qui va nous faire voyager. Mais ça serait bien aussi d'avoir une idée, c'est que c'est. Au début, je voulais le faire avec le vieux sur un terrain vide, retracé avec des fils de fer, les cellules et tout ça. Et tard la nuit, j'ai pensé à cet ami qui fait des sculptures avec des objets et tout ça, avec des fils de fer, avec des trucs en caoutchouc. Je l'ai appelé, il était 1 heure du matin. Je l'ai appelé, j'ai dit, bon, j'ai besoin de toi, je pense qu'il y a quelque chose que tu peux faire pour moi. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Et le matin, très tôt, au lieu d'aller d'abord pour le tournage, je suis allé chez lui. Donc, je lui ai expliqué ce que je voulais, comment il devait le faire, et il est parti. Donc là, c'est le réel qui était bloqué. Il était bloqué parce que tu avais travaillé sur une écriture, sur une façon de faire la mise en scène, et là, tout tombe à l'eau, il faut te réinventer, et tu n'as pas beaucoup de temps. C'est que c'est en une journée, en 2 jours qu'il faut tout faire. Et là, c'est une séquence qui est arrivée comme ça, qui s'est bien mis en place dans le film et que tout le monde apprécie et qu'on parle aussi de Ritipan sur l'image manquante. C'est vrai, j'ai vu l'image manquante, mais j'ai jamais fait le lien entre ces personnages en fil de fer qui adoptaient des positions en prison et la prison elle-même qui est ouverte, qui n'est pas fermée. J'avais demandé au gars, mais tu fermes la prison? Il dit, non, 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 ça c'est notre prison à nous. Et ils les ont emprisonnés. Nous, on va les libérer. On ne peut pas les emprisonner, nous. On est dans l'art. L'art, il n'y a pas de prison en art. Donc, c'est le réel qui était fermé, mais avec l'imagination, avec le travail, le concours des uns et des autres, on est arrivé à trouver quelque chose de magnifique. Il y a le fait aussi que, j'imagine, c'est est-ce que le cinéma a témoigné de quelque chose? Et pour Etipan, comme il n'y a plus d'images, il faut donc en fabriquer d'autres différemment. Mais il y a toujours cette idée, cet objectif que le cinéma est là aussi parce qu'il témoigne de quelque chose, d'une société, je ne sais pas, mais ça témoigne de quelque chose. Votre film, c'est ça, hein, c'est aussi ça. Il y a eu un moment, un certain cinéma guinéen, et il y a eu des bobines qui ont été brûlées. Et à ce moment-là, vous qui êtes cinéaste, c'est terrible. Et je peux comprendre aussi la personne qui vous dit moi, si je suis au pouvoir, je les fais arrêter. Parce qu'en même temps, c'est une manière de dire qu'ils ont retiré le témoignage du cinéma. Et c'est là où je veux en venir, c'est que vous, il y a des moments pendant le tournage, j'imagine, ça doit être dur. Et c'est ça où je veux en venir, c'est comment on fait pour... parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas soupçonner, que vous ne pouvez pas imaginer. Vous avez une idée, mais quand on vous parle de certaines choses, surtout par rapport aux salles complètement qui n'existent plus, par rapport à ces bobines qu'on a brûlées, comment on fait pour gérer cette émotion-là pendant le tournage? Et déjà, à la base, je savais que c'est un film qui est très, très dramatique par rapport à ce qu'il raconte, par rapport à ce que je rencontre. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu ce travail de dose, d'humour, de liberté dans ce film, parce que je savais pertinemment que j'étais en face de la mémoire et en face d'une mémoire aussi qui a été complètement effacée et détruite. Donc, comment le porter? Il fallait trouver quand même une sorte de tranquillité, de souplesse et par rapport à ce que je rencontre pour ne pas être déstabilisé parce que c'est pas aisé, c'est pas facile de trouver que ce que tu es en train de faire, d'autres l'ont déjà fait, mais ça n'a pas servi à grand chose parce qu'on a tout balayé, on a tout détruit. Donc, il y avait ça, c'est ma peur aussi, c'est ma peur de faire des films. À quoi vont servir mes films à moi? Est-ce que ça va être comme ces autres films pendant un temps, on va les voir, après un temps,
on considère que ça sert à rien, c'est pas intéressant, c'est pas important, on va effacer, on va jeter la mémoire. Donc, j'étais un peu préparé à rencontrer ces personnes qui me racontaient ces histoires dramatiques de ce cinéma. J'avais déjà rencontré Alama Konaté qui m'a parlé comment on a sorti ces bobines, comment on les a brûlées. Je savais déjà un peu ça. Monsieur Bangoura, je l'avais un peu côtoyé. Je l'avais un peu côtoyé, mais je ne pouvais pas imaginer qu'il avait cette rage d'en vouloir aux gens jusqu'à tel point de les qualifier de criminels, de les envoyer en prison. Il n'y avait pas ça. Ça, c'est quand même une vraie surprise. C'est quelque chose qui m'a sonné. Quand il l'a dit, j'étais là, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais après, tu te dis, ouh, ça fait partie aussi du film. Il n'y a pas que ce que toi tu connais, vas réapprendre. Il y a des choses que tu vas découvrir au fil et à mesure que le film va se dérouler. Il faut accepter, c'est aussi ça la force du film. Alors, je répète, hein, le film sort, pardon, le film sort dans 2 jours, le 5 juillet, ce qu'on enregistre le 3, au Cimetière des Pellicules. C'est un film réalisé donc par Tierno Souleymane Diallo. Alors, une dernière question, ça va peut-être vous amuser. Dès le début du film, on vous voit avec le matériel d'un cinéaste et vous êtes pieds nus. Bon, on voit ça, je me dis, ok, s'il a décidé ainsi, c'est qu'il y a de bonnes raisons. Mais je ne m'attarde pas trop sur ça, parce qu'il y a le film aussi tellement riche qui dit. Puis à un moment, vous vous retrouvez, vous en avez parlé pendant l'émission, à l'Institut supérieur des arts de Guinée, et puis vous avez des étudiants en face de vous. Et il y en a un qui, à mon avis, représente tous les spectateurs qui vont regarder ce film, que cela soit des spectateurs guinéens ou algériens ou parisiens ou je ne sais quoi. C'est pas un truc, voilà. Vous voyez très bien où je veux en venir. Et qui vous dit, mais pourquoi vous êtes pieds nus? Et vous lui répondez, parce que voilà, le gouvernement guinéen offre une bourse pour celles et ceux qui veulent aller étudier le cinéma. Mais quand ces mêmes personnes reviennent, ils n'ont pas d'argent pour faire leur film. Alors, je ne vois pas pourquoi j'aurais de l'argent pour m'acheter des chaussures. C'est un peu ça que vous dites. Mais vous, est-ce que vous avez vu ce film de Wim Wenders, Chambre 666? Non. Parce que moi, quand je vous vois dès le début de votre film Pieds nus, vous savez, je pense tout de suite à ce film, qui est un film qui a été réalisé en 1982, en plein festival de Cannes, dans un hôtel à Cannes, dans la chambre 666. Et Wenders convoque certains cinéastes qui sont présents à Cannes. Il les amène dans cette chambre, il les filme et il leur donne une feuille avec quelques questions. Qu'est-ce que le cinéma? Qu'est-ce que ça représente et tout et tout. Et chacun dit ce qu'il a à dire. Il y a Godard, il y a une télé qui est juste derrière eux. Il y a Godard, il y a Spielberg et il y a Werner Herzog qui dit avant de parler de cinéma, il faut d'abord enlever ses chaussures. Et il enlève ses chaussures. Et je me suis dit, je crois qu'à mon avis, il y a un lien avec ce film. Donc, je pense que vous êtes pieds nus parce que pour parler de cinéma, il faut être pieds nus. Ça doit être ça. Non, je suis pieds nus parce que c'est deux choses chez moi. Dans mon pays, dans la culture d'où je viens, en fait, quand tu ne portes pas de chaussures, c'est deux choses. Soit tu n'as pas le moyen de t'en acheter, soit tu es devenu fou. C'est que tu n'as pas les moyens ou tu es devenu fou, donc tu as perdu la tête, ça ne t'intéresse pas de porter des chaussures. Donc, moi, je suis parti de ces deux symboles-là, mais tout en sachant que oui, je ne porte pas de chaussures parce que je n'ai pas le moyen de m'en acheter. Je ne pouvais pas imaginer que c'est les étudiants qui vont poser la question. Mais je savais forcément sur le chemin, quelqu'un allait poser la question pour savoir pourquoi je ne porte pas de chaussures. Donc, la réponse est aussi simple que oui, je ne porte pas de chaussures parce que je fais un cinéma dans un pays où il n'y a pas le moyen de faire des films. Donc, comment acheter des chaussures quand je n'ai pas le moyen déjà de faire mes films? Mais ça fait du bien quand on fait référence à ces grands du cinéma, ces monuments du cinéma, sur des choses qu'ils ont dit que moi, je n'ai pas vu. Ça dit qu'il y a de l'énergie dans l'air quand il s'agit de l'inspiration. C'est que ce qui a été pensé dans les années 82, moi, je n'étais même pas né, je suis né en 83, et que moi, je viens répéter une histoire comme ça en 2020, 2021, et tu te dis, c'est comme on le dit, on ne peut pas réinventer la roue. On ne peut pas réinventer la roue, ça a déjà été inventé.
tout ce que tu feras, ça a déjà été là. C'est comment maintenant arriver à proposer quelque chose qui peut paraître nouvelle, mais pas forcément nouvelle parce que les gens étaient là, ils ont fait pas mal de choses là-dessus. Et moi, ça fait beaucoup, beaucoup de plaisir d'entendre tout le temps qu'il y a des références à ces grands du cinéma par rapport à ce film, qui est le film de ma peur, de mes envies. Et voilà, je suis très fier et très content de cela. Merci beaucoup. En tout cas, je répète, dans 2 jours, le 5 juillet, au cimetière de la pellicule. C'est Tierno Souleymane Diallo, l'auteur, et je vous invite passionnément et férocement à aller voir ce film qui est très important. Merci beaucoup, Tierno, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions, et c'était un plaisir. Et je vous souhaite longue vie à ce film, et puis maintenant, on attend les prochains, comme dirait l'autre. Merci beaucoup et ça fait plaisir d'avoir parlé avec vous et à très bientôt, comme on le dit, avec un autre, avec pas mal d'idées, pas mal de folie. Merci à Microciné. Merci à vous, générique. Up arise in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions.